Venez, on regarde ça. Je suis monté dans un arbre avec les écureuils zadis de l'A69. Ah, moi j'ai envie de voir ça. Voilà, je vais me concentrer sur cette vidéo de con de Livre Noir là. C'est les enquêtes, leur enquête de merde là. Et ils ont été voir les écolos qui vont dans les arbres et du coup ça me fascine un peu. Inspiré par Thomas Braille, un militant écologiste qui En fait, moi je veux bien, Livre Noir ils font des enquêtes sur les milieux gauchistes. Ok, je peux comprendre qu'ils veulent s'attaquer à certains milieux parce que ça les choque. Mais les écolos qui vont dans les arbres, moi j'ai bien envie de comprendre en quoi ça les choque en fait. pris l'habitude depuis 2019 C'est le patrimoine local, c'est des gens du cru la plupart du temps qui essayent de défendre le coin, enfin... de se percher en haut des arbres pour protester contre leur abattage, des militants zadistes ont investi le tracé de la future autoroute A69. Celle-ci devrait relier les villes de Toulouse et Castres, et les zadistes ont décidé d'investir les arbres qui se situent sur son tracé en construisant des cabanes et en vivant dedans pour empêcher qu'ils soient abattus. À l'intérieur, des militants C'est un peu gaulerie en vrai, je trouve. qui se baptisent eux-mêmes les écureuils Après moi je le ferais pas, hein. Moi j'aime bien être chez moi avec mon PC, ma connexion... Voilà. ont construit des cabanes qu'ils occupent dans les arbres pour empêcher leur abattage Les beaux paysages locaux, c'est pas de droite un peu? Waouh. Non. et la construction de la future autoroute. Je me suis moi-même rendue dans l'une de ces ZAD bâties. En fait, vous êtes bête parce que ce que vous comprenez pas, c'est que quand tu vas vraiment dans les tréfonds des montagnes, c'est pas des gens full droitards que tu trouves. C'est des gens un peu hippies, bizarres, un peu sectaires. Des fois, je sais pas, tu te balades dans un village et devant une école, tu vois une image de Pierre Rabhi avec une citation. Enfin, c'est plus ce lore-là, hein. La ZAD de la Calarbre à 2 reprises. Ouais, les fous des montagnes, ouais. Une fois le 2 mars et une autre fois le 15 mars. Et j'ai même expérimenté le séjour dans l'un de ces arbres pour une nuit. Il y a les deux un peu en vrai, oui c'est ça se côtoie, il y a les deux. Et globalement, moi c'est ça que je trouve très intéressant, le débat dans les montagnes, qui a fait vraiment naître un certain clivage, hein, qui en soi n'était pas un débat politique, c'était un débat pratique, mais un débat politique en fin de compte, c'est les loups. La vérité c'est ça, ça a vraiment créé une droite et une gauche dans les villages de montagne, hein. Qui était pour qu'on laisse les loups tranquilles, et qui était pour qu'on sorte avec des fusils pour les traquer dans les forêts, quoi. Une fois le 15 mars, et j'ai même expérimenté le séjour dans l'un de ces arbres pour une nuit. Je vous raconte comment et les ours dans les Pyrénées aussi. Ça marche. La droite traditionnaliste devrait défendre les beaux paysages locaux, en théorie, je me suis mal exprimé. Mais la vérité, c'est que c'est faux. La plupart de la droite traditionnaliste, elle défend surtout ses business. Et la droite traditionnaliste, ses business industriels ont complètement déformé certains paysages locaux. On rappelle, hein, les industriels de droite, c'est aussi ceux qui ont ouvert des carrefours, des Auchan, des machins partout, et qui font que le petit boucher du coin, il n'arrive plus à survivre, hein. Si votre village, il a l'air mort, et qu'il n'y a plus de marché qui intéresse les gens, et que les gens, ils se contentent de faire des allers-retours à Carrefour, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des politiques de droite, hein. Faut pas oublier, hein. Marine Le Pen, elle est ultra-libérale comme Mélanie. Bon. Mais il a une bonne tête, ce gars-là. Ce gars-là, en vrai, il a une bonne tête. Il a un bon skin, j'aime bien. Putain, leur générique, il est long, là. C'est un peu long, hein. Lorsque je suis descendue dans le Tarn, en mars, il y avait 2 ZAD dans lesquelles les écureuils occupaient des arbres. La première, celle de la Crémarbre, était déjà assiégée par la gendarmerie depuis 2 semaines. C'était début mars. Les militants s'étaient retranchés dans les arbres et refusaient d'en descendre. Une équipe de gendarmerie spécialisée, qui s'appelle la CNAMO, et qui... Oh, ça me fait penser à Columbia. En vrai, maintenant je regarde plus trop du riot porn. Mais le dernier riot porn que j'ai quand même kiffé, c'était ce qui s'était passé à Columbia, là. Avec les pro-palestiniens qui tiennent une ligne. Et tu vois les sionistes complètement fous qui viennent taper comme ça, essayer d'enlever le truc. Et après, il y a les flics qui arrivent et tout. C'était un peu fascinant, hein. Après, force à eux, hein. C'est bien qu'ils tiennent comme ça, hein. Waouh, mais c'était un enfer, hein. C'était un enfer. Tu voyais des gens se faire tabasser et tout. Enfin, bref.
est composé de 6 officiers qui maîtrisent le délogeage de manifestants en milieu hostile, étaient mobilisés sur le terrain pour tenter de faire descendre ces écureuils. Mais ceux-ci se détachaient et menaçaient de tomber lorsqu'ils voyaient les gendarmes approcher pour les empêcher Merci, Lunatech. de les faire descendre. Je me suis donc rendue dans une seconde ZAD, celle qui s'appelle la Calabre et qui était alors en cours de construction. Dis merci, je suis une merde, j'aurais pu finir en ZAD si j'avais eu la flemme de me bouger le cul. Bah en vrai, ouais, si rien ne vous retient, moi je trouve que les ZAD, hein, quoi qu'on en pense, c'est quand même un peu... voilà, ça peut être un peu stylé quand même dans une vie, d'être allé un peu en ZAD. Bon voilà, après tu pues, il y a des mouches, tu te laves pas beaucoup, et voilà, c'est un peu golemon. Mais c'est du point de vue de l'engagement militant, je trouve ça stylé un peu. Les zadistes ont investi le terrain d'un agriculteur qui devrait être exproprié prochainement car sa propriété est située sur le tracé de la future autoroute. Lorsque je suis arrivée le 2 mars 2024, les militants avaient déjà construit 3 cabanes dans les chênes centenaires de la propriété. Grâce à des palettes offertes par des paysans du coin, ils avaient également bâti une cuisine et des toilettes sèches. Pour bien... Elle est en train de décrire des trucs un peu stylés du coup, c'est bien, c'est les gens s'organisent. Mais moi de toute façon, ma vision des choses, c'est que par rapport à la gauche en général, moi je trouve que les luttes au local, c'est incroyable. Genre quand tu vois les trucs pratiques, mais après moi ce qui me casse les couilles, c'est que les gens vont pas s'inscrire sur les listes pour aller voter, en fait c'est des gueulemons. Et quand ils sont là, les babos ça vivent dans des arbres, et tu leur demandes s'ils ont été votés, ils sont en mode « Oh bah non, moi je m'en fous, de toute façon c'est fini, l'humanité, j'ai pas foi en elle. » Enfin, ah gros, tu peux faire les deux en fait, tu peux vivre dans ton arbre et tu peux aller voter un dimanche quoi, c'est bon. C'est pas les couilles quoi. Il y a quand même un problème dans ce pays. En même temps, je suis là, je suis en train de leur taper dessus, mais c'est pas que leur faute à eux, c'est pas que notre faute à nous d'être des gueulemons et de pas s'inscrire, c'est qu'il y a quand même un problème dans ce pays, du point de vue de l'inscription électorale et tout ça. Et en même temps, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas juste un argument. Genre, il y a aussi des gens qui ont juste la flemme et qui vont pas s'inscrire, et du coup, voilà quoi. Quand bien même c'est difficile, on pourrait faire l'effort. Mais il y a un problème, hein. Là, c'était hier que Dany parlait des sondages, là. Les sondages d'inscription. Je sais pas si quelqu'un les a sous la main, là. Les sondages des gens qui sont inscrits aux listes électorales, mais le malus pour la gauche, il est terrifiant. Le nombre de personnes qui sont pas inscrites quand elles sont soit jeunes, soit pauvres, et tout ça, c'est une folie, en fait. En même temps, des fois, je peux comprendre qu'on s'en foute, quoi, mais bon. Et ce que veulent les bourgeois, c'est que les gens n'aient pas voté, hein. On devrait faire comme en Belgique, hein. Le vote, il devrait être obligatoire, voilà mon avis. Vraiment, hein, je le pense, hein, de plus en plus, hein. Rendre obligatoire le vote, mais pas sur un plan punitif en fait. C'est juste, c'est une procédure, voilà, c'est simple. Et puis simplifier la procédure. Genre, limite, tu peux voter en ligne. Et dans ces cas-là, tu mets tes meilleurs white hats sur le sujet pour pas se faire DDoS le site ou je sais pas quoi, tu vois. Mais il y a tellement de moyens de le faire en vrai. On comptabilise le vote blanc. Bah oui, on peut, bien sûr. Bien sûr. Voter en ligne, il y a de quoi avoir peur de la triche. Bah, en vrai, je sais pas, moi je suis pas développeur. Mais je pense que voter, c'est pas quelque chose qui demande une interface très compliquée. Donc est-ce que c'est si piratable que ça quand ça peut être une interface très simple? Pas tant que ça en fait, il n'y a pas tant de failles que ça pour une interface très très simple. Donc je sais pas. Je pense qu'il y a des moyens quoi. Il y a moyen de sécuriser le truc bien quoi. Vote obligatoire plus vote blanc reconnu. Ouais. Ouais. Ouais, vote obligatoire et surtout facilitation des manières de voter. Ça veut dire pas simplement se déplacer dans un truc. Mais aujourd'hui, on peut... Moi, je pense qu'on pourrait même voter par téléphone. On devrait même pouvoir voter par téléphone. Genre, par exemple, imaginez, on a à peu près la même chose qu'un standard téléphonique. On a une IA. On appelle et on a une IA qui est en mode... tapez 1 si vous votez pour un tel, tapez 2 si vous votez pour un tel, etc. Et puis ensuite, tu vois, ça va tricher. Il y a beaucoup de failles. Bah après, vous êtes là en mode ça va tricher, mais il faut voir comment tu peux mettre le système en place, quoi. Tu peux travailler dessus, quoi. C'est trop pessimiste un peu, non? Comment tu es sûr que ton vote est bien enregistré? Bah oui. Normalement, ça devrait l'être, quoi. Peut-être qu'on pourrait te donner un code et qu'ensuite tu peux aller vérifier avec ton code que le vote est bien comptabilisé. Genre ton code est une référence comme un ticket de caisse en fait. La question c'est pas comment tu sécurises mais comment tout le monde peut vérifier l'absence de triche. Oui. Oui.
Pour bien comprendre comment ça se passe à l'intérieur de cette ZAD, il faut savoir que... Et du coup, tu peux vendre ton vote. Mais c'est déjà le cas, en fait. Genre, le système actuel n'empêche pas de pouvoir vendre un vote. Du coup, je comprends pas, en fait. C'est déjà le cas, hein. Que le lieu est ouvert à tous et autogéré. Cela signifie que chacun fait ce qu'il veut. Tous les gens qui occupent la ZAD ont un pseudo. J'ai ainsi rencontré un jeune homme nommé Floraison, un autre homme d'une quarantaine d'années qui lui se faisait appeler Petit Tonnerre. Ah, tu peux pas prouver qu'on t'as bien voté ce qu'on t'a dit d'aller voter. Ok, oui. Ou encore une jeune femme nommée Chicane. Les occupants ne donnent pas leur vraie identité, car ils savent que les renseignements territoriaux peuvent facilement s'infiltrer dans ces lieux qui sont ouverts à tous par nature. J'avoue, je suis moyen chaud. Bah ouais, mais si on avait des gens qui réfléchissaient à des manières de faire et qui, non pas seulement auraient des bonnes intentions, mais peut-être essayer de taffer sur un truc, un peu des sortes de Étienne Chouard, mais qui ne feraient pas les cons à être négationnistes, en fait. S'il vous plaît. Genre, c'est bête, hein. Mais moi, Chouard, à une époque, je le respectais pour ça, parce que ça se voyait que sur le côté pratique, il se posait beaucoup de questions, et du coup, il travaillait au côté pratique de son utopie, en quelque sorte. Mais quel golemont, après, sur d'autres aspects, quoi. On aurait pu se passer de ça, hein. Le mec, il avait glow up pendant les Gilets jaunes, il s'est saboté, hein. Quel golemont, hein. Putain, d'ailleurs, j'ai croisé Enthoven, là, Mathias Enthoven, j'aurais dû lui en parler, en vrai. Vu qu'il taffe avec Vieuxman, j'aurais dû lui en parler. Mais bon, en vrai, on était aux abois chauds, les gens, ils avaient envie de passer un bon moment, voilà quoi. Lorsque je suis allée dans cette ZAD, j'ai rencontré tout type de profils. Que ce soit des jeunes très éduqués qui veulent expérimenter le mode de vie à la zadiste par anticapitalisme, ou encore des personnes plus âgées qui n'ont pas vraiment d'attache et qui se baladent de ZAD en ZAD. Beaucoup d'alcool et de drogue circulaient dans le lieu. Certains occupants ne... s'est fait laver le cerveau par qui, à ton avis? Par les Jean-Michel UPR. C'est sûr, hein. Jean-Michel UPR bizarre, là, sur des discords où ça traîne et l'extrême droite a fini par les gangréner, oui, bon. Se baladent de ZAD en ZAD. Beaucoup d'alcool et de drogue circulaient dans le lieu. Certains occupants ne connaissaient pas la lutte de la ZAD dans laquelle ils étaient. L'une des zadistes m'a ainsi avoué qu'elle ne connaissait pas Pierre Fabre, le laboratoire pharmaceutique qui est favorable à la construction de l'A69 et que les militants attaquent régulièrement. Elle m'a aussi expliqué qu'elle avait participé à Sainte-Soline sans connaître la cause de cette mobilisation qui avait eu lieu le 27 mars dernier. En fait, là, elle est en train de reprocher à des militants de pas savoir exactement ce pourquoi ils travaillent. Bah oui, mais bon, c'est comme un soldat. Des fois, il fait la guerre, mais il sait pas exactement les enjeux. Genre, est-ce que tous les soldats américains en Afghanistan, ils savaient pourquoi ils faisaient la guerre? Les militants se nourrissent de la nourriture qui leur est distribuée par les habitants du coin ou qu'ils vont acheter grâce à un pot commun. Tout est commun et tout le monde partage tout. Chacun doit s'auto-désigner pour faire les tâches ménagères, mais il y a quelques frictions car souvent, personne ne veut s'en occuper. Le soir, lorsque j'étais là, les militants sont allés essayer de forcer le barrage de l'autre ZAD, la ZAD de la Cré-Marbre, qui était entourée par les gendarmes. Ils m'ont expliqué que c'était une stratégie pour occuper les gendarmes afin que d'autres zadistes se faufilent jusqu'aux arbres qui étaient occupés pour ravitailler les écureuils. Classique. Ce rassemblement a duré plusieurs heures. Au cours de ce rassemblement, les zadistes et les militants ont harcelé les gendarmes qui gardaient le camp. Des jeunes habillés tout en noir et équipés de masques de plongée se sont amusés à provoquer les forces de l'ordre. Les militants ont pratiqué ce genre d'action très régulièrement pendant tout le mois qu'a duré le siège de la Cré-Marbre. Je suis retournée dans la ZAD de la Calarbre pour ma part mi-mars et j'ai cette fois séjourné une nuit dans un arbre. J'ai dû escalader avec un baudrier et des cordes pour me hisser en haut d'un chêne en m'aidant d'un nœud autobloquant. Dans la cabane, il y avait des réserves de nourriture et de gros bidons d'eau alignés, au cas où il faudrait tenir un siège dans l'arbre. Mais en fait, je vois pas ce qu'elle dénonce là. Du coup, elle a du croustillant. Genre, il y a rien de fou, quoi. Elle décrit ce qui se passe, quoi. La cabane était recouverte d'une bâche pour être protégée de la pluie. Le lieu est aménagé pour que les écureuils puissent y rester plusieurs semaines si les travaux et l'abattage des arbres devaient commencer, comme c'est le cas dans la ZAD de la Cré-Marbre, Ils doivent se faire chier un peu. où les militants sont restés perchés un mois entier, jusqu'à ce qu'une mésange bleue soit aperçue dans les arbres, ce qui a obligé l'entreprise de construction à repousser les travaux à septembre. OMG. Ah ouais. Ce fut donc une victoire Waouh, l'oiseau l'oiseau, il a clutch un peu, il a carry. pour les zadistes qui vivent dans des zones de non-droit, mais qui finalement deviennent très légalistes lorsqu'ils se rendent compte que certaines réglementations sont de leur côté et qu'elles peuvent servir leur combat. En plus de cela, le siège de la ZAD de la Cré-Marbre a mobilisé 150 gendarmes et l'État a déjà déboursé 2,76 millions d'euros pour lutter contre les militants et zadistes qui
tentent d'empêcher les travaux de l'A69. Pendant que les forces de l'ordre ont été vivement mobilisées sur la première ZAD dont les manifestants ont finalement gagné le combat, une autre, celle dans laquelle j'étais et qui s'appelle la ZAD de la Calarbre, a été fabriquée et équipée pour tenir un siège. Et les militants ne s'arrêtent pas là. Ils ont pour projet de faire essaimer des ZAD sur tout le tracé de la future autoroute A69 afin d'enrayer définitivement le projet de construction. D'accord. Mais elle a fait que c'est quoi son taf en fait à part décrire la situation? Je comprends pas. Genre tout ça, c'est ce que les zadistes eux-mêmes arrêtent pas de dire en fait. Genre c'est... En fait ça me fascine un peu parce que... Genre la plupart des milieux d'extrême gauche qu'ils infiltrent, ils sont plutôt transparents en fait. Genre tu peux déjà être au courant, genre il suffit de lire un tract pour que tu aies toutes les informations quoi. C'était éclaté hein. Et là je suis sûr que là le reste de la vidéo c'est eux qui vont dire oui contribuer nanana quoi. Ouah c'est